Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire une petite audio ici dans mon petit jardin. Je me suis dit que c'était plus convivial. Étant donné que nous sommes tous en confinement, j'ai pas tout mon matos. Je me contente d'un GSM et d'un casque audio. Donc j'espère que la qualité y est. En tout cas, le plus important, c'est le contenu plus que la forme. Écoutez, je me suis dit pourquoi pas donner quelques astuces pour traverser cette crise très difficile d'un point de vue financier. Je travaille depuis 10 ans dans le secteur socioculturel. Avant ça, j'ai travaillé 10 ans dans le privé et j'ai eu la chance d'avoir une carrière très riche et variée. Et dans le socioculturel, j'ai appris à gérer les crises. Pourquoi là plus que dans un autre secteur? Parce que c'est un secteur qui dépend des subsides et qu'on a eu par le passé plusieurs fois des coupes budgétaires. Et donc, tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une association où, à un moment donné, on se dit, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de licencier des gens? On perd une partie de nos subsides. Comment faire pour s'en sortir? Et donc, voilà, j'ai donc eu ça auprès de plusieurs employeurs différents. Et à chaque fois, je suis venue avec des solutions innovantes et créatives parce que justement, je pars du principe que quand on a un moment difficile, une difficulté, c'est une opportunité pour commencer quelque chose de nouveau, pour innover, pour être créatif. Et donc pour moi, la première étape qui est extrêmement importante, c'est la gestion des émotions. Je sais que je vous parle de gestion de crise financière et on se dit tiens, qu'est-ce que les émotions on va faire là? Mais justement, enfin moi je siège dans un comité de direction ainsi que dans un conseil d'administration et les gens avec qui je travaille, ben on ne prend pas des décisions qu'avec notre tête, on prend aussi des décisions avec notre cœur. Et donc moi je dirais quand on a une période de crise comme celle-ci, il faut d'abord se poser. Et l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est la capacité de reconnaître ce qui se passe en nous, de détecter quelles sont les émotions que l'on ressent et de pouvoir les utiliser pour collaborer, pour discuter avec les personnes en face de nous, reconnaître leurs propres émotions également. C'est un concept qui nous vient de Salovey et Meyer dans les années 90, pardon, qui a été popularisé par Goldman en 95. Je vous invite à aller visiter notre chaîne YouTube. On a fait des petites vidéos explicatives sur comment fonctionnent les émotions, quels sont leurs rôles. En tout cas, le rôle des émotions, c'est de vous indiquer vous donner un message qu'un besoin est satisfait ou insatisfait. Elles ont un rôle extrêmement important. Donc, c'est normal d'avoir peur, d'être triste, d'être en colère. D'être angoissé. Donc prenez le temps de faire une pause, de noter tout ce qui se passe en vous, de prendre le temps de ressentir, d'accueillir l'émotion. Et puis ensuite, je dirais par exemple dans la gestion de la peur, parce que c'est plus cette émotion-là qu'on peut en tant qu'indépendant, en tant que gérant d'une PME ou en tant que directeur d'une ASBL ressentir en ce moment, de se dire voilà, il y a des incertitudes, comment je vais gérer? Ben moi je dirais la gestion de la peur, c'est de se dire c'est quoi le pire scénario possible. On l'écrit, on l'accepte. Et puis on se dit, OK, qu'est-ce que je fais pour l'éviter? Et on passe au niveau solution. Mais donc prenez le temps, une pause, je réfléchis à ce que je ressens, je l'exprime verbalement ou en notant. Et puis il y a tous des autres outils, hein, on essaiera de faire d'autres vidéos sur la thématique. On a également une formation sur la gestion des émotions. Dès que possible, on va la réactiver, la relancer pour que le plus grand nombre puisse la suivre à distance ou en présentiel. Tout va dépendre des informations qu'on aura du gouvernement dans les jours et semaines à venir. Donc, première étape, intelligence émotionnelle. Deuxième étape, situation comptable. C'est important. Imprimez votre bilan, votre compte de résultat. Mettez à jour d'abord, bien entendu, votre comptabilité. Alors, quand on est une association, bon, je focalise beaucoup sur les ASBL puisque c'est mon petit coup de cœur. Hein, donc, surtout si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous n'avez pas l'habitude de clôturer mensuellement, voire trimestriellement. Les autres le font parce qu'elles doivent le faire pour rentrer leur déclaration TVA. Mais prenez le temps de comptabiliser, de rattraper le retard. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont focalisés sur 2019 et qui sont en pleine clôture comptable. Moi, je viens de la terminer, donc je suis super contente à ce niveau-là. Mais OK, faites votre clôture, mais focalisez-vous aussi sur le ici et le maintenant, parce que c'est maintenant que ça se joue. Mettez à jour votre compta, imprimez votre bilan, votre compte de résultat. Si jamais vous travaillez avec un comptable externe, contactez-le, transmettez-lui les informations, les documents, pour qu'il puisse vous donner en fait votre situation comptable. Le bilan, c'est quoi? C'est une photo à un moment donné de vos avoirs et de vos dettes, ce que vous devez à l'État,
TVA, par exemple, dette TVA, dette ONSS, etc. En parlant d'ONSS, de précompte TVA, il existe, en tout cas, il y a plein d'infos sur le net. Vous allez voir sur le site internet Intervat, par exemple, on vous explique que vous avez le droit à un remboursement TVA sous certaines conditions, que vous pouvez reporter le paiement de l'ONSS ou du précompte. Mais je dirais, faites aussi très attention parce qu'il va falloir le payer. Ça va être reporté et s'assurer que vous aurez l'argent à ce moment-là. Peut-être qu'il vaut mieux les payer maintenant, peut-être pas. Ça dépend de votre situation au niveau de la trésorerie. Donc voilà, le bilan, c'est une photographie de tout ce que vous avez, vos immobilisés, vos biens mobiliers, vos voitures, vos immeubles, l'argent que vous avez en banque ou en caisse, les stocks. Et j'en passe. Et puis dans le niveau du passif, vous avez toutes les dettes, que ce soit le capital, que ce soit des dettes auprès des établissements de crédit ou tout simplement les fournisseurs. Vous n'avez peut-être pas encore payé des factures. Donc c'est important de savoir où vous en êtes là maintenant au premier trimestre. Votre compte de résultat, il reprend l'ensemble des charges et des produits. Et vous savez déjà voir en fonction si vous êtes déjà en Boni ou en Mali, en sachant que c'est très tôt dans l'année, donc ce sont des chiffres, je vais dire, qui sont intermédiaires, mais c'est important d'avoir déjà cette situation comptable qui est à votre disposition. Car pour rappel, la comptabilité est un outil d'information et aussi un outil de gestion. La troisième étape, je dirais, c'est de travailler votre tableau de trésorerie qu'on appelle également le cash flow, le tableau des liquidités. Bon, bien entendu, quand on est une grosse entreprise, on a des logiciels, etc. Mais quand on est une petite structure, que ce soit un indépendant ou une PME ou une assoce, un simple Excel peut faire l'affaire. Dans les colonnes, vous choisissez, vous mettez les jours ou les mois ou les semaines. Bon, c'est à vous de décider le niveau de détail. Et puis, au niveau des lignes, vous mettez l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes. Alors ici, il y a une notion qui est extrêmement importante et que je constate souvent que les gens font un peu l'amalgame. Vous allez avoir un compte de résultat. Vous avez des dépenses et des recettes. Vous allez voir si vous avez un bénéfice ou une perte. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont été payés ou reçus. Vous pouvez avoir encodé des factures d'achat et des factures de vente, mais vous ne les avez pas payées et vous n'avez pas encaissé l'argent de vos clients. Le tableau de trésorerie vous permet de voir tout l'argent que vous allez recevoir, mais aussi l'argent que vous allez dépenser. Alors, par exemple, on va avoir, moi, ce que je suis en train de faire, mes deux tableaux de trésorerie, celui pour mon employeur et celui de mon ASBL, ben, j'ai prévu le loyer. Le loyer, que vous ayez une activité ou pas, il faut payer votre loyer. Le gaz, l'électricité, l'eau, en tout cas ce qu'on appelle les charges, les assurances. Il faut penser aux frais que l'on a tous les jours ou tous les mois, mais aussi ceux qui viennent de temps en temps, donc ceux par trimestre ou par an, une fois par an, comme les différentes taxes, les impôts, les assurances. C'est souvent un décompte trimestriel, semestriel ou annuel. Vous devez penser à vraiment toutes les dépenses que vous allez avoir, précompte, ONSS, les salaires, c'est souvent le plus gros poste. Et puis vous faites le même exercice pour les recettes. Je suis censée recevoir des subsides, je suis censée recevoir de l'argent de mes clients, d'où la nécessité d'avoir votre bilan et votre compte de résultat, en tout cas votre compta à jour, pour pouvoir sortir une balance âgée des clients qui vous doivent des sous et des fournisseurs qui vous doivent des sous. C'est un exercice assez difficile. J'essaierai de faire une audio plus dans le détail par rapport à ça, parce qu'il faut essayer de deviner, entre guillemets deviner, quand le client va vous payer, ou quand est-ce que vous allez recevoir le subside. Alors les subsides, ceux qui ont la chance d'en avoir, vous diront que l'État paie toujours, mais il ne paie pas toujours à l'heure. Alors comment faire? En général, vous prenez votre arrêté ministériel ou les documents que vous avez reçus, les conventions de subsides, et c'est indiqué que vous allez recevoir une première tranche, une deuxième tranche, une troisième tranche à tel moment. Parfois, c'est indiqué une date, par exemple à la signature de l'acte. Parfois, c'est noté après l'envoi d'un dossier financier ou d'un rapport intermédiaire, etc. À vous d'évaluer quand est-ce que vous deviez envoyer ce rapport. En général, il faut peut-être un mois à l'administration pour le traiter et on est payé le mois qui suit. Et donc, d'essayer de mettre dans des dates. Comment on fait? On se base aussi sur l'historique, sur le passé. Et puis aussi, moi je dirais, prenez contact avec vos pouvoirs subsidiants, vos clients, vos fournisseurs pour voir avec votre banque aussi, voir si on peut avoir des délais, voir si, surtout au niveau des subsides, tiens, est-ce qu'ils sont maintenus ou pas. Par exemple, moi je serais dans un centre culturel, voilà, si les événements n'ont pas lieu, si nos projets artistiques n'ont pas lieu, est-ce qu'on va devoir geler ces subsides?
Est-ce qu'on va devoir rembourser une partie? Est-ce qu'on va quand même nous les donner sans pour autant devoir travailler? Je doute qu'on ait cette option-là, ça serait super. Ou est-ce qu'on va nous dire, OK, vous gardez les sous, mais vous faites autre chose en fonction des possibilités? Mais tout ça, on ne peut pas le deviner. D'où la raison de contacter son pouvoir subsidiant. Vous avez toujours une personne de contact dans l'administration. Pour les fournisseurs, c'est la même chose, et les clients aussi, d'un petit peu voir, voilà, une petite solidarité entre nous, mais au moins pour que vous puissiez prévoir. Pourquoi c'est important d'avoir un tableau de trésorerie à jour et correct? Ça va vous permettre de voir quels sont les moments où vous avez besoin de cash, quels sont les moments où vous avez le plus de sorties, mais pas de rentrées. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir décider, par exemple, si vous voulez bénéficier du report de paiement d'ONSS et de précompte, parce que vous saurez si c'est la bonne période ou pas. Donc un tableau de trésorerie, je vous ai dit avec un simple Excel. Après, pour le compléter, moi en tant que consultante, quand je vais chez un client, j'essaie de travailler avec une personne qui est sur place parce que c'est important d'avoir la connaissance de la saisonnabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, en interne, on sait que juillet-août est une période calme, ou bien on sait que, par exemple, autre chose, je viens d'y penser, qu'un client, c'est quelqu'un qui paie toujours à temps, mais un autre client, lui, il a toujours tendance à payer un mois en retard, mais il finit par payer. Donc vous allez pas juste vous baser sur vos délais de facturation, mais vous devez aussi connaître des subtilités. Donc sinon, si je vois que par exemple j'ai je sais pas moi, 10 000 euros de clients pour un total de des clients qui me doivent pour un total de 10 000 euros. Tout le monde est censé me remettre l'argent en juin, mais je sais que dedans, il y a un des gros clients qui lui paiera pas avant juillet. Alors ça sert à rien de le mettre en juin dans votre tableau si vous savez pertinemment que vous ne serez pas payé avant le mois de juillet. Donc votre tableau doit être réaliste et le plus proche de la réalité. C'est quelque chose qui s'acquiert, une expérience qui s'acquiert au fur et à mesure que l'on connaît le core business de l'entreprise et qu'on a aussi une habitude avec les clients et les fournisseurs. Alors, je vous avais dit donc, première étape, intelligence émotionnelle. Deuxième étape, mettre à jour sa comptabilité. Troisième étape, travailler son tableau de trésorerie. Donc, si on en a un, on le met à jour. Si on n'en a pas, on le crée. On est là pour vous aider. N'hésitez vraiment pas à nous contacter. Ma collègue Aminé et moi-même, nous essayons d'aider nos clients à distance le mieux possible. Et la quatrième étape, c'est le budget. Le budget est extrêmement important. Le budget, c'est quoi? C'est une prévision des dépenses et des recettes. En général, on fait des budgets pluriannuels sur plusieurs années, mais on en fait aussi pour l'année. Normalement, en 2019, vous avez dû préparer déjà celui de 2020. Eh bien, il va falloir le mettre à jour, encore une fois, en fonction de toutes ces incertitudes. Pour ceux qui n'ont jamais fait de budget, sachez que on n'est pas comme Madame Irma, hein, on va deviner. C'est tout un travail qui se fait. Moi, je me compare parfois un peu à un Sherlock Holmes, où je vais aller piocher les informations. Il y a certaines infos qu'on peut chercher nous-mêmes, comme par exemple aller vérifier dans le bureau du plan quand est-ce qu'aura lieu la prochaine indexation des salaires, prévoir les sauts d'ancienneté si vous travaillez avec des barèmes. On va aller voir l'informaticien au département commercial. Enfin, ça dépend si vous avez des départements. Encore une fois, si vous êtes une petite structure, c'est peut-être 2-3 personnes. Si vous êtes dans une grande structure, on va demander à chaque département d'évaluer quels sont leurs besoins. Est-ce qu'on va devoir faire des investissements? Mais il faut les prévoir. On doit prévoir le renouvellement des machines, des ordinateurs, les éventuels entretiens, prévoir toutes les recettes et les dépenses, les augmentations de chiffre d'affaires ou éventuellement la baisse. Enfin, voilà, on essaie de faire un budget qui est le plus réaliste. Il ne faut pas qu'il soit trop pessimiste pour pas non plus décourager l'ensemble de l'équipe. Et il ne doit pas être trop optimiste parce que sinon vous avez de mauvaises surprise. Le budget, mais il y aura des frais fixes et puis ce qu'on appelle des frais variables. Les frais fixes, ce sont des frais que vous avez, quel que soit votre niveau d'activité, ils ne bougent pas. Vous allez toujours avoir des salaires à payer. Vous allez toujours avoir un loyer, de l'électricité, etc. Par contre, les frais variables vont augmenter. Au plus vous allez augmenter votre activité et au plus ces frais vont augmenter. Donc, par exemple, si on a, je sais pas moi, des frais de stockage, effectivement, si vous commencez à produire un peu plus, vous allez peut-être devoir stocker un peu plus et donc vous allez demander à louer des mètres carrés en plus. Forcément, les frais vont augmenter. Donc voilà, c'est une petite vidéo de quelques minutes. Et puis la dernière étape qui est pour moi la plus importante, c'est stratégie. C'est directement faire une réunion. Si vous êtes plusieurs, votre comité de direction, le conseil d'administration, tout le monde doit se réunir. Si vous êtes un indépendant, eh bien voilà,
vraiment faire un rendez-vous avec vous-même, hein, et de planifier l'après-Covid, de déjà trouver des solutions. Par exemple, ma sœur et moi, on a déjà fait notre conseil d'administration, on a réfléchi à l'après-Covid, et on s'est dit, ben voilà, c'est une opportunité de changer la manière de travailler. On a vraiment pris plusieurs scénarios possibles. Donc, si il y a une prolongation jusque fin août et qu'on peut plus se réunir parce qu'on donne des formations en présentiel, des séances de coaching individuelles et collectives. On a aussi des missions de consultance, donc on a vraiment réfléchi à chacune de nos actions. Le pire scénario, c'est lockout jusque fin août. Meilleur scénario, fin mai. Quid, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on fait? On a déjà trouvé les alternatives, donc un autre local, parce qu'on a un local qui n'est pas assez, on pourrait pas respecter le mètre de distanciation, donc on a trouvé un autre local comme alternatif pour quasi rien à payer en plus, parce qu'on voulait pas non plus augmenter le prix. On a réfléchi aussi à des systèmes en ligne, des applications en ligne pour pouvoir travailler à distance avec nos clients. On a repensé aussi le contenu de nos formations pour qu'elles soient plus, qu'elles puissent coller aux futurs besoins de nos clients. Donc voilà, c'est tous ces genres de choses qu'il faut faire, prendre des décisions stratégiques sur comment est-ce qu'on va travailler, quelles sont les mesures que l'on a besoin, quels sont les futurs investissements, et puis il y a des décisions qui sont importantes telles que éventuellement et qui sont des décisions qui sont pas très chouettes comme les licenciements, la mise au chômage économique, etc. Si vous n'avez pas fait les étapes que je vous ai dit avant, il est impossible de prendre une décision. On peut pas prendre une décision à l'aveugle. On doit avoir une compta à jour. On doit avoir une stratégie qui a été préparée. Et puis, je dirais, la dernière étape, c'est la transparence avec vos employés et les mettre au courant au plus vite de la situation, les impliquer aussi. C'est aujourd'hui que votre contrôleur de gestion, que votre directeur financier, que votre responsable RH ont un know-how et une plus-value à vous donner, mais les collaborateurs aussi de terrain sont là. Moi, à chaque fois, en tout cas, que j'ai toujours impliqué le personnel avec qui je travaillais, et j'ai toujours été transparente au niveau des chiffres quand on traversait une période difficile, et parfois il m'arrivait de leur demander une aide collective, que tout le monde puisse entre guillemets patienter pour que l'on. Je me souviens, je leur disais ben voilà, pour éviter là maintenant comme ça avec des chiffres comme ça, on devrait licencier 2 personnes. Moi, j'ai des solutions, les voici, mais ça veut dire que nous sommes tous et toutes d'accord de faire un effort pendant un moment. Et vous seriez étonnés qu'à chaque fois, ça a toujours fonctionné. J'ai jamais dû prendre de décisions extrêmes parce que justement il y avait cette anticipation à l'avance et puis ce sang-froid. Quand un problème arrive, on l'accepte, la situation, on analyse le pour et le contre et on prend des décisions rationnelles mais aussi avec le cœur, comme je disais, intelligence émotionnelle. Voilà, j'espère que cette petite audio vous aura aidé. N'hésitez pas à visiter notre site internet www.improvingls.be. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là en tout cas pour vous aider, que ce soit pour vous donner des conseils, que ce soit pour faire de l'outsourcing temporaire ou de la consultance à distance ou en présentiel. C'est quelque chose qui se décidera en fonction des semaines à venir. On est là pour vous aider à développer une stratégie, à trouver des solutions RH ou financières, à élaborer des outils de gestion ou tout simplement pour vous former. Et en tout cas, au niveau des indépendants, je vous conseille vraiment vivement de contacter votre comptable. Ils ont également le know-how pour vous aider, ou éventuellement des experts comptables aussi. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée. À très bientôt. Et alors, prenez soin de vous ainsi que de vos familles, de vos amis. Gardez le contact. On est tous en télétravail, mais gardez le contact avec vos collègues. C'est très très important. Et puis voilà. À très bientôt et restons positifs et gardons l'espoir parce que sans espoir, il n'y a rien du tout.